Quasiment toutes les semaines, on me demande ce que c'est le mastermind, comment ça fonctionne, pourquoi tout le monde en parle mais personne n'y arrive jamais à expliquer. Bah je vais vous dire, la vérité elle est très simple. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Dans le mastermind entreprendre que j'anime chaque semaine, il y a évidemment des cerveaux collectifs, c'est d'ailleurs même l'essence même du mastermind, mais il y a également des coachings que j'anime moi-même et qui s'appellent des office hours. Dans ces coachings, on met en place des stratégies et on débloque des problèmes qui sont concrets dans le business. Des problèmes de marketing, des problèmes de structuration, des problèmes de management, des problèmes de relation à l'argent, des problèmes de mindset. Et habituellement, ces séances, elles restent privées. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir les portes et de vous montrer ce qui s'y passe vraiment. Vous allez découvrir Hugo. Hugo, c'est un développeur web. Il programme des logiciels, il programme des sites web. C'est son métier, c'est sa formation, c'est son expertise. Récemment, il a décidé de lancer un programme pour les entrepreneurs qui veulent développer leur propre application. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, sa première question, c'est comment je vais trouver mon premier client. Dans cette session d'Office Hour, vous allez voir tout le travail que l'on a fait ensemble. Vous allez voir comment en 1 heure, on va débloquer toutes ses croyances liées à la réussite, liées à son positionnement, liées à son environnement de marché et comment on va mettre en place une stratégie qui va lui permettre d'aller trouver son marché. On va créer de la clarté et on va lui mettre en place une stratégie qui va être concrète. Cette vidéo va faire partie d'une série où je vais vous montrer les coulisses du mastermind. Comment chaque semaine, des entrepreneurs dépassent leur blocage. Comment ils se structurent et comment ils passent au niveau supérieur. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les tactiques que j'ai confiées à Hugo pour lui permettre d'atteindre le succès. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ta compétence de base? Qu'est-ce que tu sais faire de tes doigts que tu veux monétiser aujourd'hui? De mes doigts, c'est le cas de le dire parce que je sais bien taper sur un clavier. À la base, moi, je fais du développement web. Donc assez généraliste, que ce soit un peu de tout, des sites, des apps, l'IA, des SaaS, des trucs. Et donc aujourd'hui, j'aimerais plus monétiser la compétence SaaS, puisque j'ai pas mal d'expérience là-dessus, que ce soit autant avec des clients que en perso. Et donc je cherche à monter un accompagnement pour accompagner des entrepreneurs du web à pouvoir développer le MVP de leur SaaS. Donc en général, c'est souvent des coachs voire infopreneurs qui ont des audiences dans mon expérience. Mais ça pourrait s'élargir, je pense, peut-être. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement hyper structuré et simplifié pour eux, notamment au sujet tech, pour que vraiment on puisse go to market le plus rapidement sur ce sujet-là et avoir un MVP qui sort sans trop se casser la tête pour eux. Ok, très clair. C'est quoi qui motive aujourd'hui ton changement? Parce que là, jusqu'à maintenant, tu faisais de la production. Là, Ouais. tu vas être plus dans l'accompagnement. C'est pas tout à fait le même métier, Ouais, tout à fait. même voire pas du tout. Du coup, c'est quoi qui te Ouais. motive à faire ça? Déjà, c'est un truc auquel moi je pensais un petit peu en berceau parce que j'ai déjà pu en faire un peu à droite à gauche et que c'est quelque chose qui m'avait bien plu. Mais je pense que le gros changement, ça a été en début d'année quand j'ai vraiment fait un gros pivot business puisque j'ai arrêté mon business précédent d'agence web. Et donc en gros, j'ai un peu remis en question tout ce que je faisais, je me cherchais un petit peu, etc. Et donc j'ai vraiment un peu fait ce travail sur ma mission, ma vision, etc. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte aussi que dans ce que je faisais, ce qui m'excitait, c'était plus justement cet aspect de l'accompagnement que je pouvais avoir le client et surtout le résultat qu'il obtenait à la fin, tu vois. Et en fait, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, mais le dev, c'était ce qui me permet un peu d'atteindre ça. Et objectivement, je me rends compte aujourd'hui que coder toute la journée, c'est vraiment plus ce qui m'anime. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de trouver quelque chose qui va plus dans cette voie et qui pour le coup m'animerait vraiment au quotidien, quoi. Du coup, aujourd'hui, t'en es où de ce projet-là? Et ça fait un moment que je l'ai en tant qu'idée pour le coup, mais j'ai vraiment commencé à actionner là début août. Donc en fait, j'ai fait une première phase de co-construction par rapport à l'idée que j'avais avec mon réseau. Donc en gros, je suis allé contacter un peu tous les gens qui pouvaient être dans ma cible, qui avaient déjà réalisé un SaaS ou qui l'avaient pas encore fait. Et en gros, je suis allé leur demander quels étaient leurs enjeux avec ça, leurs problématiques, leurs douleurs, ceux qui l'avaient déjà fait, pourquoi ils auraient fait ça, etc. Et donc ça m'a permis déjà d'avoir un premier jet, déjà de voir que il y avait potentiellement un intérêt par rapport à ça quand même. Et donc ça en est sorti pas mal de réponses qui m'ont ensuite permis de affiner ma cible d'une part et affiner le positionnement que j'avais en gros moi ma mission aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir rendre facile la tech, de la vulgariser et plus que ce soit un frein mais vraiment un tremplin surtout sur ce genre de projet. Et dans un troisième plan, un peu plus établir l'offre et ce que je voulais y faire. Et donc là, j'en suis au stade où j'essaie d'aller en chercher un peu plus les premiers clients par pour l'instant différents biais qu'on pourra peut challenger, mais ou de la création de contenu d'une part avec LinkedIn et du podcast, ou d'autre part, je commence à essayer de regarder des stratégies de prospection un petit peu plus directes pour voir ce que je peux faire. Très clair. Très clair, très clair. Et j'ai l'ultime question, c'est comment je peux t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de ce coaching? Écoute, moi je pense qu'aujourd'hui, avoir ton avis un petit peu sur tout ce qu'on a dit là,
de par ton expérience, m'intéresserait beaucoup. Et puis après, je pense qu'il y a quelques éclaircissements que j'ai à faire au niveau de l'offre, notamment sur la manière d'établir le pricing, sur certains éléments que je réfléchis à intégrer ou pas, notamment la partie vraiment purement opérationnelle du développement du SaaS au niveau de l'offre. Donc ça, c'est des sujets qui me questionnent en même temps. Et puis après, je pense que le plus gros va être surtout d'avoir une stratégie pour aller chercher mes premiers clients, quoi. Ok. Je sais que pour l'instant, j'ai potentiellement une ou deux pistes dans mon réseau que je vais traiter, mais là, je suis vraiment en recherche d'un plan d'action pour ça, quoi. Très clair, ok. Alors déjà, concernant déjà ce que tu me dis là sur le move que tu prends, déjà je trouve ça très très cool parce que il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit, mais tu es devenu papa cette année, donc aussi, Ouais, c'est vrai. t'as aussi, et puis en plus tu as fait un coup double puisque tu as eu des jumeaux. Ouais, Donc en effet, c'est pas anodin dans la vie, en tout cas, voilà, moi aussi je suis papa, tu le sais, donc ouais, je connais ça. Et au moment où je suis devenu papa, j'étais aussi développeur freelance, donc je connais parfaitement ça. Et j'ai eu ouais, mes enfants, enfin, j'ai eu mon premier au même âge que toi. Donc cool. vraiment, je vois la similarité, c'est trop drôle. Partir sur du SaaS, évidemment, ça a du sens et surtout la cible que tu vises, je la connais très, très bien parce Ouais, que, clairement, c'est la même typologie de clients que ceux de mon mastermind. Je le vois, il y en a beaucoup qui veulent faire la transition. Déjà, les infopreneurs ne sont plus des infopreneurs, maintenant ils vendent de l'accompagnement 360 et dans l'accompagnement 360, il y en a de plus en plus qui veulent, SaaSifier tout ça. Par exemple, les coachs en marketing veulent avoir leur SaaS qui permet de faire du script, etc., etc. Je vois aussi, j'ai des coachs en immobilier dans quand je dis coach, c'est formateur, consultant, enfin vous avez compris, hein, qui sont dans mon accompagnement. Ils veulent qu'il y ait des logiciels de calcul d'opportunités immobilières, etc., de scrapping d'annonces. Donc en fait, je te dis vraiment, pour être un petit peu dans les petits papiers, il y a vraiment un momentum. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs digital qui veulent créer leur SaaS. Donc moi, mon a priori est bon déjà, même si là, aujourd'hui, ça n'engage que moi, bien évidemment. Et donc là, tu es dans une phase de go-to-market. J'ai l'impression que tu as mis quand même beaucoup, beaucoup de pions sur l'échiquier. Tu as avancé plutôt pas mal de pions. J'ai pas l'impression que tu aies oublié grand-chose, mais il va peut-être falloir maintenant avoir plutôt une stratégie, un fil conducteur. ouais, tout à fait. Ok. Ok, très cool. Est-ce que déjà, au niveau de la proposition de valeur, quand tu l'expliques à ta cible, tu as fait un atelier de co-construction avec eux, donc tu allais rencontrer ta cible, est-ce que déjà, tu as eu des choses à adapter? Est-ce que déjà, il y a eu des choses que tu as découvertes? Déjà, ce sujet d'intégrer au nom de de l'opérationnel, ça a été quelque chose qui m'a été remonté. Ok, donc en gros, toi, tu veux t'occuper de la partie gestion du projet, donc Ouais, structuration, gestion du projet, etc. ouais, Donc, ouais, on peut dire comme un CTO, un petit peu le ferait dans une boîte classique. Et la exactement. question, c'est de savoir si tu intègres ou pas la programmation. Exactement. Sachant que moi, de toute façon, ce sujet-là, même si je l'intègre, pour moi, ça sera un sujet en interne que je voudrais déléguer parce que, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai plus spécialement envie de faire aujourd'hui. Mm. Maintenant, je pense qu'aussi que vu vis-à-vis de mon positionnement, ça pourrait être assez logique d'avoir vraiment cet ensemble où, en gros, l'entrepreneur, il a un point d'entrée, puis il sait qu'après, derrière, globalement, c'est géré. Ouais. Mais la grosse Euh, difficulté là-dessus, et c'est pour moi ce qui tue le service, c'est que tu vas avoir du mal à standardiser. ouais, moi, c'est un des questionnements aussi que j'avais derrière ça. Et en même temps, pour le coup, sur un retour, je pense à quelqu'un qui m'a fait que je pouvais avoir. C'était en même temps aussi si je vais bosser avec d'autres devs que je connais pas, est-ce que ça va pas me mettre une épine dans le pied aussi, tu vois? C'est-à-dire à toi, si tu connais pas les devs, Ouais, ouais, ok. ouais. Si Donc t'as en pas fait, l'habitude de travailler avec, etc. ok, très clair. Donc ça, c'est un truc qui est revenu aussi, tu vois, qu'on m'a soufflé. J'ai dit ouais, c'est vrai que peut-être. Euh, Le gros danger, quand on fait de la co-construction, parce que moi c'est quelque chose que je prime, hein, ça nous permet, la co-construction, si les gens qui nous regardent ne savent pas, ça permet d'aller confronter son idée directement à sa cible. Euh, L'avantage, c'est que soit on a juste du feedback et c'est très bien, soit on a de la prescription. Les gens, parce que on les a contactés, ils font partie de notre premier cercle, c'est-à-dire qu'ils nous connaissent, on a déjà bossé avec, ils connaissent, ils nous attribuent un niveau de sympathie, un niveau d'expertise. Bah, ils nous trouvent sympas, donc ils ont envie de nous aider, ils deviennent nos parrains. Donc ça, c'est trop bien. Et troisième option, qui est encore, voilà, on est monté dans les trucs cool que la co-construction permet, bah, ça peut aussi devenir des clients. C'est pas parce ouais, qu'on va les pitcher en disant, ben voilà, je suis en train de créer un truc, j'ai besoin de ton avis,
ça ne peut pas devenir des clients. Ou juste, donc soit ils donnent du feedback, soit ils sont prescripteurs, soit ils deviennent clients. Le gros danger, c'est quand ils deviennent psychologues. En fait, ils sont pas censés challenger ton offre à toi, mais ils sont censés parler de leurs problèmes à eux. Mm. Et je le vois, les ateliers de co-construction qui ne marchent pas, c'est quand la personne qui est dans ta cible oublie en fait qu'elle est la cible et elle se met à la place de l'entrepreneur qui l'interroge. Donc, te dire, bah, ouais, tu développes ton truc, donc tu devrais faire ça. Ce qui est intéressant dans la co-construction, c'est de comprendre le problème de la personne que tu vas interviewer. Donc, est-ce que toi, tu as décelé un problème particulier dans le développement d'un SaaS, etc. Est-ce qu'ils ont une angoisse, une croyance? Est-ce que tu as compris un truc entre les lignes? Ouais, bah il y a plusieurs points, je pense, par rapport à ça. Le premier, évidemment, c'est le sujet de la tech. C'est un truc qui généralement connaissent pas et qui paraît un peu énorme et très compliqué. Du coup, ça fait peur. Ça, je pense que c'est une douleur qui est revenue presque 100% du temps. Peut-être pas formulée comme ça, mais il y a aussi le truc de faut trouver un développeur, machin, etc. Enfin, Ok. pas évident, quoi. Donc ça, Euh, les personnes qui t'ont remonté cette peur-là, est-ce c'est que quasiment elles, 100%. Hein. comment? C'est quasiment 100%. Ok. Est-ce que c'est des personnes qui avaient pour volonté de faire un SaaS? Ou alors est-ce que ça les a dissuadées? Il y avait de la volonté de faire un SaaS. Ok. Donc elles étaient prêtes à endosser ce risque-là, que la tech c'était compliqué. Donc elles avaient imaginé Ouais. quoi comme solution pour les aider à résoudre ce problème-là? Bah, je t'avoue que là, j'ai pas forcément énorme de feedback là-dessus. Je pense que le truc qui est revenu, mais qui est lié pas que à la peur de la tech, qui est lié aussi à la peur du budget derrière ça, c'était, je vois, il y en a certains qui se posaient la question de l'association, par exemple, avec un dev. Ok. Euh, je reprends en même temps mes notes, c'est pour ça. Mais maintenant, après, c'était pas, je sais pas si on peut pas parler d'une douleur au travers de ça, mais c'est vraiment revenu comme un fait de dire effectivement il y a de la tech. Effectivement, pour eux, le truc c'était de dire il faut que je trouve un partenaire de confiance pour faire gérer ça. Ok. Mais ça allait pas beaucoup plus loin, quoi. Et ce qui en même temps me surprend pas trop parce que c'est vraiment un sujet qui est flou pour ces personnes-là et que je pense que évidemment c'est pas leur métier. Enfin, je prends un copywriter, son métier c'est pas faire du dev. Un mec qui fait de l'IMO, mais c'est pareil. Mhm. Et donc clairement, je pense que c'est normal, c'est flou pour eux. Et je pense que pour eux, ce qui fait le plus peur, c'est plus de donner toutes les clés pour la réalisation d'un projet à quelqu'un qu'ils connaissent pas forcément, tu vois. Ok. Parce que là, c'est presque ça, tu vois. C'est en gros, tu donnes le flambeau, c'est un mec qui le fait pour toi et il faut trouver le partenaire de confiance qui va faire ça, tu vois. Je pense que le sujet, il est un peu là. Ma pensée est pas hyper claire là-dessus, mais j'espère Non, que mais tu vois un par peu contre, l'idée. on a déjà beaucoup d'éléments sur la proposition de valeur et sur les Ouais. trucs. On va vraiment pouvoir. Ça nous fait des bons éléments parce que tu m'as cité beaucoup de peurs, beaucoup de croyances. Ouais. Hein, ils ont peur de la Il tech, y ils ont a peur. ça, la tech, le budget, des fois un peu la complexité dans le sens potentiellement de la R&D qui peut être un peu lourde ou un projet qui peut paraître très gros à faire, tu vois. C'est pour ça que moi j'essaie aussi de vraiment défendre ce truc du MVP, défendre ce truc de avec un go-to-market, un MVP efficace, on peut faire des trucs qui sont pas extravagants, que ce soit en termes de budget. Moi, je vous propose de résoudre le problème de la tech pour que vous ayez pas à y penser, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce genre d'éléments que j'imagine, quoi. Ok, très clair. Ce que je vois là quand tu me dis ça, c'est que ils ont en fait besoin clairement d'un chef de projet. Ouais, Quelque je chose pense. que j'imagine comme ça à chaud, c'est que si tu arrives à évangéliser sur le fait que le MVP c'est la bonne solution pour développer une app, pour la sortir rapidement, que plus on est véloce, plus on a de chances de sortir son projet, plus on est clair sur le cadrage du projet, plus on a de chances de sortir son projet, et plus on a un brief qui est précis, plus on a de chances de sortir son projet. Ok, ça c'est les premiers points. Si tu arrives à évangéliser ça auprès de ta cible, tu les rends du coup solution aware de ta solution. Ce qui peut être intéressant, c'est une offre packagée sur 90 jours, par exemple, sur 3 mois, avec des frais que toi tu facturais au départ, donc c'est-à-dire que tu facturais du consulting, tu irais à la recherche de l'équipe technique qui convient. Je pense que ça, il ne faut pas que tu l'internalises et je vais t'expliquer après pourquoi. Parce que l'idée, c'est qu'au niveau de la LTV, vu que ton boulot à toi, c'est de faire du MVP, ça va être très compliqué après d'aller chercher de la LTV. Donc d'aller faire grossir la valeur par client. Quelque chose que tu peux faire à l'issue des 90 jours, c'est éventuellement, dans ce cas-là, de t'associer pour la phase go-to-market. À ce moment-là, tu n'es plus rémunéré pour ton travail, mais tu es rémunéré à la performance. Ça tombe bien parce que c'est une fois que le MVP est sorti qu'on peut attendre de la performance de la part d'un SaaS.
C'est-à-dire que toi, tu as hedgé ton risque dès le départ, tu as couvert ton risque en prenant des honoraires, tu as monté une équipe, ça t'a permis aussi de voir si tu voulais travailler avec la personne, et ensuite après, tu peux travailler. Quand je dis t'associer, ça peut être tout simplement soit avec de l'association réellement une rentrée au capital, ou alors des fees au succès. C'est-à-dire que tu factures au succès de la boîte, comme on le ferait à la performance de manière classique si on vendait du marketing. Est-ce que ça, tu penses que ça te parle? C'est quelque chose auquel j'ai pensé. Après, ça a peut-être à moitié à voir, mais c'est un truc que j'ai pas évoqué quand même dans les craintes. C'était justement, qu'est-ce qui se passe après qu'on ait fait le MVP? Eh oui. Parce que souvent, bah, ça, on sait que très bien que, bah, certes, on a une première vision qui sort, mais l'idée, c'est qu'une fois que le go-to-market, que le lancement, il est fait avec 10 personnes, bah, après, tu itères sur les retours que t'as, que tu améliores. Exactement. Et là se pose la question, bah, de comment tu fais la transition. Est-ce que c'est qu'il faut qu'ils aillent chercher quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est que ça continue avec moi d'une autre manière? C'est un sujet qui est remonté, ça. De toute façon, l'itération, c'est la clé du succès d'un SaaS. Oui, oui, bien Donc, sûr. en effet, c'est un truc clé. Mais ce qui angoisse les entrepreneurs du digital, c'est de démarrer un accompagnement et ensuite de dire, à l'issue de l'accompagnement, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien, en fait. Et après, il y a une autre solution, c'est de dire, ben, on va vendre un continuity programme. On va vendre, en fait, on va continuer à faire du service, on va continuer à former, à accompagner, mais en échange d'un budget qui va être réduit. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est l'entrepreneur qui, en l'occurrence toi, dans ce cas-là, qui va te trouver lésé. C'est pour ça en fait qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut que, et tu me le disais en préambule, il faut en fait que tu sois pas là en train d'arbitrer. Là, ça fonctionne, je gagne de l'argent. Là, ça fonctionne moins, je suis en train d'en perdre. Mais au final, si je lise tout, je m'y retrouve. Ça, c'est le danger. Il faut pas avoir ça. Il faut être rentable sur 100% de tes projets. Et il faut que ton jus de cervelle, que ton consulting soit rémunéré. Ça, c'est obligatoire. Et pour ça, il faut pas. Donc, pour qu'il soit rémunéré, il faut qu'il soit conscientisé. Et pour qu'il soit conscientisé, il doit être séparé de la partie opérationnelle. Sinon, dans ce cas-là, tu montes une agence. Ouais, voilà. Et voilà, et c'est tout. Ah, c'est ce qui me semblait aussi. Après, sinon, pour répondre plus sur ta question de départ sur le sujet de l'association, on m'a déjà évoqué cette idée aussi. Maintenant, je t'avoue que moi, c'est un truc qui me fait un peu flipper, mais c'est plus par rapport à mon expérience. En gros, je sais pas si j'ai envie je sais pas si c'est prendre le risque, mais de me remettre là-dedans, à vraiment m'engager dans des boîtes, etc. tout de suite. Parce que je pense que pour moi, ma dernière expérience est encore un peu fraîche, tu vois, là-dessus. Ouais. Et du coup, moi, c'était plus ça qui me bloquait, mais pour le coup, je pense que c'est purement une croyance personnelle, tu Non, mais après, le fait que ton historique personnel, ça rentre forcément en compte. Dans tous les cas, ce que l'on fait, ce que l'on met en place, il faut que ça soit écologique, sinon ça ne sera pas tenu. vois. Ouais, voilà, c'est pour ça. Il faut savoir aussi qu'un upsell, parce que moi je voyais ça comme un upsell, tu vas pas le vendre à chaque fois. Déjà, tu vas le vendre que si le MVP va réellement au bout, s'il y a un potentiel économique pour toi. Ouais, bien sûr. Et quand je te dis association, c'est de la facturation variable, hein, ni plus ni Ouais, moins. bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est comme ça que je le voyais. Pour moi, l'association pour un développeur est valable que si le risque est couvert. C'est-à-dire que la phase la plus risquée pour le développeur, c'est que c'est le départ, parce que le projet, potentiellement, il va jamais voir le jour. Ça m'est moi-même arrivé de m'associer dans des projets qui vont jamais rencontrer leur marché. Donc, cette partie-là, c'est pas à toi de prendre le risque, c'est à l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur doit te payer tes frais, il doit te payer tes factures. Par contre, après, sur la partie variable, tu peux avoir j'ai envie de dire, un trade gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà été payé. Et si ça marche, tant mieux. Bah, si ça marche pas, dans tous les cas, c'était pas très énergivore. Donc c'est en tout cas, voilà. Ça, c'était une des solutions. Cette solution-là, je la propose maintenant parce que c'est très compliqué de mettre en place une solution en front et de dire, OK, combien je la price, de quelle manière je vais la distribuer, si on n'a pas réfléchi à toute la LTV. Ouais. Il faut qu'on intègre en fait toute la LTV, donc la lifetime value du client, dès le départ. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose où on va surdistribuer, c'est-à-dire que notre coût de distribution, notre coût de networking, notre coût de création de contenu, etc., va être beaucoup trop par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère. Ou alors, il va être sous-évalué si on a plus d'upsell, etc. Donc, pour être juste, il faut déjà avoir une idée à peu près de toute l'expérience client. Ah, c'est vrai que moi, c'est pas un truc où j'étais allé aussi loin, parce qu'en gros, je me suis dit, là, il faut que je focus sur les sujets que j'ai maintenant, et puis je verrai plus tard quand ça arrivera, quoi. L'idée, bien évidemment, c'est d'avoir une vision de ce que l'on va réaliser, mais tout ça, ça va être challengé avec la réalité. On a toujours un point de vue idéaliste. Si on n'en a pas, on ne sait pas où on va. Mais évidemment, vu qu'on est, on interagit avec des humains, on interagit sur un marché, on interagit avec des éléments qu'on ne maîtrise pas, évidemment, il y a un facteur X qui est très important. Donc, on va toujours challenger cette vision de départ, mais il faut avoir une vision, sinon il ne passe rien.
Donc du coup, dans ton idée, en fait, le MVP est 100% facturé, que ce soit mon consulting ou la partie de dev. Exactement. On enchaîne après sur le MVP, enfin un MVP qui se lance. Et là, c'est là où potentiellement pourrait y avoir une facturation variable en échange du consulting que je faisais déjà, c'est ça? Ouais, exactement. Avec Ok. une facturation du setup sur 90 jours. Co-traitance technique, c'est-à-dire que tu trouves une équipe, et ça fait partie de ton offre, tu trouves une équipe qui va développer. Là-dessus, tu peux très bien avoir une ribambelle de développeurs qui Ouais, c'est attendent ce en que je fait que tu pensais. les alimentes, hein. Tu peux avoir ta technique de recrutement. Hmm. Donc voilà. Ça, du coup, ça, tu le factures. Et ensuite, après, ce qu'il faut réfléchir, c'est du coup comment tu continues derrière le truc. Est-ce que c'est du coup des success fees? C'est ça qu'il faudrait voir. Hmm. Ce que je pense, c'est que là-dessus, le setup, tu vas devoir mettre le doigt sur le risque de non du projet, là-dessus du budget, problème de l'équipe. Mm. Et si déjà, si tu évangélises ces risques-là, tu vas pas vendre en fait ton temps, tu vas vendre le fait que le projet va se réaliser. Et dans la tête de l'entrepreneur, c'est pas rien, puisque je pense que quand on achète ce genre de prestation, en fait, on s'achète une assurance. Et sur ce genre de projet qui est en fait, pour beaucoup d'entrepreneurs, la suite c'est un peu la mutation de leur boîte. En fait, il va y avoir un maximum d'assurance parce que sinon clairement, ils vont rester au statut actuel. Et un entrepreneur du digital, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, en fait, ils se projettent, ils ont envie d'avancer. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée? Ouais, ouais. Donc ça, c'est les points qu'en amont du projet, il faut que j'arrive à dans ma communication, pardon, répondre à ça en gros, si je comprends. En gros, c'est ce que tu vas devoir dans ta proposition de valeur. Bref. Ok. Est-ce que tu connais l'équation de la valeur? Ok. Alors je vais te montrer ça. Alors c'est un concept qui vient d'Alex Hormozy. La valeur, c'est le rêve fois la probabilité d'y arriver, divisé par le temps, plus les efforts, plus les sacrifices, plus le risque. Ok. Donc le rêve, on met le doigt sur ce que tu vends, c'est l'après de l'entreprise. Ok. La probabilité d'y arriver. Ok. On va parler de la gestion des emmerdes techniques. Ok. Ça, c'est un gros risque. Derrière, on a quoi? On a le temps, les efforts. Là, ce qui est bien, c'est que pour eux, c'est 90 jours. Avec les efforts, ils ont des sprints. Ils ont des sprints où ils vont être consultés pour tout simplement définir leur projet, donc des sprints de briefing. Ils n'ont pas envie d'être dépossédés de leur projet, j'imagine. Ils ont envie, vu que ça parle de l'après de l'entreprise, ils ont envie clairement de garder de l'information et de la prise de décision. Ok. Ouais. Le sacrifice aujourd'hui, ça va être uniquement, du coup, la facture de consulting qu'ils vont avoir à te payer. Avec ça, du coup, tu vas pouvoir créer clairement une proposition de valeur. Par exemple, on va construire le SaaS de votre rêve. Ça va être l'après de votre entreprise sans avoir à gérer les emmerdes techniques en seulement 90 jours, où vous allez être inclus dans tous les sprints de briefing, mais sans avoir à vous challenger sur les risques de non-sortie du projet, les dépassements de budget, les problèmes de recrutement de l'équipe, les emmerdes techniques, pour seulement X euros. Est-ce que ça te parle? Ouais. Mais X euros, oui, mais avec moi. Et en fait, comment tu les rassures aussi sur la notion de budget par rapport au coût du dev quand même en plus? En fait, ça va faire partie de ton mécanisme. Il va passer par, du coup, recherche du besoin, cahier des charges, recrutement, donc du coup, budget. Parce que tu vas recruter l'équipe, tu vas budgéter, suivi de projet et arbitrage. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, après l'arbitrage, ils peuvent décider d'arrêter, quoi. En fait, l'arbitrage, c'est ce que toi, tu vas leur proposer. Ça va être dans ton mécanisme. C'est-à-dire quand il y aura des décisions techniques, d'ailleurs, je vais l'appeler comme ça, et arbitrage technique. Ok. Ça, c'est ton mécanisme unique. Si si la personne veut développer ce projet-là, elle va devoir dans tous les cas faire ça. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas les compétences. Et donc, il va falloir clairement que tu expliques que ça se valorise. Et c'est ça que tu valorises. Ça n'est pas la co-traitance technique. La co-traitance technique, c'est une partie de ta prestation, mais pour l'encadrer, pas pour la supporter. Est-ce que tu vois la notion? Oui, 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 oui. Sinon, tu deviens une agence. Et en fait, il faut se dire aussi, si on te dit comme objection, si admettons, les développeurs que tu vas me recruter sont trop chers et que je décide de ne pas faire le projet, comment ça se passe avec ta facture?
Si tu lui dis, ma facture, c'est 10 000 euros. Si tu étais parti sur un projet foireux, ça t'aurait coûté bien plus que 10 000 euros. Bah, ça aussi, pareil, ça évite d'avoir à gérer les emmerdes techniques et surtout avoir à dépenser de l'argent pour rien. Donc là-dessus, au moins, leur risque, il est mesuré. Et ça, tu peux l'expliquer si tu as cette objection qui pointe le bout du nez. Ouais, parce qu'en fait, au final, même s'ils payent ma facture et qu'ils décident de pas le faire, ça diminue leur risque dans tous les cas. Exactement. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu leur vends, c'est une assurance. Ouais, c'est pas Donc, bête de le voir comme ça. Donc là-dessus, un truc que moi je ferais sur ta ligne édito pour ta création de contenu, parce que tout ça, il va falloir l'évangéliser. Ça va être donc ligne édito. Au niveau des croyances clients, des croyances prospects, ça va être tout ce qui est ici, clairement défini ici, dépassement du budget, les problèmes de recrutement d'équipe technique, ici, etc., etc. Ensuite, la réalité de tes clients. Là-dessus, clairement, tu prends directement dans tes anecdotes de développeurs. Et là-dessus, t'en faut pas beaucoup. Hein. T'en listes 5-6 anecdotes qui, bien évidemment, nourrissent tout ça. Et c'est complètement bon. Quelque chose que tu peux faire, c'est développer un manifeste sur l'après de l'entreprise. Donc, ta vision sur l'infopreneuriat, admettons, ok, l'après. On le voit tous, hein, tous les gros, que ce soit Yomi, il a un SaaS, que ce soit Wangen, il a des SaaS. Ils ont tous des SaaS, en fait. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler et à expliquer pourquoi c'est l'après de l'infopreneuriat. Donc, tout simplement, expliquer comment fonctionne ton marché. Et après, aller tout simplement bousiller toutes ces croyances-là à travers des contenus. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu as quoi comme ligne éditoriale? Je me rends compte en même temps que tu me dis que du coup, j'avais pas forcément la bonne ligne. C'est qu'en gros, pour moi, j'avais 3 grandes thématiques. Un, mais qui est plus personnel, c'est un peu building public ce que je fais. Ok. La deuxième, c'était un peu une thématique, en gros, stratégie pour développer ton activité de coach ou d'infoprenariat, qui en fait met en avant déjà le SaaS. Et la troisième, c'était vraiment le SaaS et son développement, mais vraiment d'un point de vue business pour le coup, comment te développer ça, mais en mode des histoires de SaaS, comment ils se sont développés, des stratégies marketing, des erreurs qui ont pu être faites dans la création de SaaS, enfin tu vois, vraiment Ok. ce truc-là quoi. Très bien. Ok. En fait, ce qui est bien, c'est que bon là, tu as rajouté des éléments de personal branding avec le building public et les résultats que tu as obtenus. Ça, c'est très bien. Ce qu'il va falloir voir aussi, donc ça, ça va être admettons, funnel de contenu. Il va falloir des trucs top of funnel. Est-ce que tu connais cette notion? Ouais. C'est des contenus qui permettent en fait de te faire découvrir. Là-dessus, en effet, tu peux avoir une stratégie comme Finari, le fait Louis Esquier, ce genre de créateurs sur YouTube. En fait, ils vont faire des histoires de trucs connus. Par exemple, tu pourrais très bien faire l'histoire de Hercole. Tu peux parler de Jonathan et de la manière dont en fait son SaaS a été un MVP pendant beaucoup de temps. Et que en fait au départ c'était catastrophique et que les gens ont continué à lui faire confiance. Voilà une idée d'EM. Ok, donc histoire de trucs connus. Donc que ça soit un SaaS, que ça soit un entrepreneur, etc. Ok. Là-dessus, l'idée c'est que à chaque fois ça nourrit, ça va feed ta thèse et ton mécanisme. Par exemple, si je vais parler de Aircall, je vais parler du MVP. Si je vais parler de Dropbox, je vais parler du principe du Lean Startup. Tu vois. Et si c'est dans ta thèse et c'est dans ton mécanisme, parce que c'est des choses que tu fais, tu vas évangéliser par rapport à ça. Ok. Ça, c'est ton top of funnel. Un truc que tu vas faire après, c'est une fois qu'on te connaît, il faut qu'on te fasse confiance. Donc, du coup, il va faire du contenu middle of funnel. Là-dessus, ce que tu vas faire, c'est publier tes histoires perso, tes résultats obtenus. Ok. Et ce que tu vas publier aussi, c'est tout ce qui va être analyse de SaaS, comme on fait là aujourd'hui. Et aussi, quelque chose qui va pouvoir être intéressant, c'est ton building public. Okay. Ça te permet d'amener de la confiance. Ça, de la découvrabilité. Donc, c'est pour être vu ici, avoir de la confiance. Et puis maintenant, il va falloir clairement
convertir. Donc, ça va être du bottom of funnel, avoir du CA. C'est ça que tu vas devoir faire. Et là-dessus, ce qui est envisageable, c'est d'aller parler évidemment de mettre du témoignage, de faire du coup du tuto. Tuto qui vont avoir pour but de faire de l'éveil sur les problèmes des entrepreneurs qui développent des SaaS. Et donc là, tu deviens évident. Si tu as cette ligne édito-là, tu as vu, en fait, on n'a rien inventé, on est juste allé piocher dans ce qu'on avait défini comme étant en fait notre équation de la valeur et les éléments de la ligne édito et ce qu'on pourrait appeler ici de l'inspiration. Tu vois un peu l'idée? Ouais. Et du coup, ce funnel de contenu en termes de comment De dire? format peut-être? Ouais, de format, de réseau, de fréquence. Ouais. Enfin, par exemple, entre les trois, tofu, mofu, bofu. En fait, ça va être sensiblement, je pense dans ton cas, du YouTube, parce qu'il va falloir en fait que tu aies comment dire, que t'aies de la place. Un réel, ça va être trop court pour expliquer ce que tu veux faire. Par contre, évidemment, ça va être YouTube, vois-le comme un hébergeur de vidéos dans ton cas. Ce qui va être ultra important, c'est d'aller créer de la relation et ça, YouTube ne le permet pas. Il y a 3 critères pour choisir une plateforme. Il faut déjà qu'elle t'amène de la découvrabilité. Ça, YouTube va le faire. Il faut qu'elle t'emmène de l'autorité. YouTube va le faire. Et il faut que tu puisses avoir de la relation. Et ça, YouTube ne va pas te permettre de le faire. Donc, il va falloir que tu sois très bon dans tes appels à l'action. C'est ce que moi, je fais dans tous mes podcasts. Je dis, les amis, si vous aimez ce que je fais, allez m'envoyer un DM sur Insta. Et en fait, je ramène les gens dans la messagerie Insta. Alors, évidemment, je perds beaucoup de monde, mais ceux qui le font, clairement, j'ai une relation qui est valable avec eux. Donc, toi, il va falloir que tu utilises YouTube comme un hébergeur de vidéos et que tu ailles après, mettre ça sur LinkedIn, mettre ça sur Insta pour voilà, que tu fasses du cross-platform. Tu vas pas avoir le choix. Moi, je fais les deux. Ouais. Enfin, je veux dire, je pose des trucs sur LinkedIn et Insta qui renvoient vers YouTube pour des trucs un peu plus, pour avoir de la crédibilité, de l'expertise, quoi. En fait, si tu veux rendre ton contenu visuel, tu vas pas avoir le choix que de le passer par de la vidéo et donc du coup de le faire un peu comme on le fait là, avec des analyses in public et du coup et du coup que ce soit visuel. Mais ce que tu racontes en vidéo, tu peux évidemment l'écrire de manière textuelle. C'est juste compliqué de faire le contraire. Hein. D'avoir un texte et d'en faire après une vidéo, c'est toujours un peu plus délicat. Tu avais comme projet, tu me le disais en off, de lancer un podcast. Le podcast, ça peut être un super format justement pour nourrir l'un de ces formats de contenu. Bah, ça va surtout être au niveau mofu, je pense, du coup. Ouais, bah du coup, Des histoires ou des analyses, quoi. ouais, exactement. Bah, ton bidding public, déjà, ça peut être un auto-podcast, comme moi je faisais à l'époque du draft, par exemple, et ça, c'est très très bien. Ensuite, tu peux faire les analyses de SaaS. Ben, tu peux les faire avec des partenaires. Par exemple, tu peux très bien le faire avec un partenaire qui est spécialisé dans le design, l'autre dans le copywriting, etc. Ça peut être intéressant. Si tu analyses de l'actualité, par exemple, il y a tel SaaS qui vient de lever de l'argent, bah, tu peux très bien faire venir quelqu'un qui parle de ça, qui parle de la levée de fonds et pourquoi c'est une solution quand on développe un SaaS. Tu vois, des trucs, il y en a plein. Les histoires d'entrepreneurs, tu peux évidemment le faire sous forme de podcast. Tu vois, moi, j'ai développé un SaaS. Je serais très content de raconter mon histoire. On en parlait en off, mais voilà, tu vois, ça s'y prêtait parfaitement et d'expliquer toutes les galères qu'il y a derrière. Comment dire? Moi, la vidéo, je suis d'accord avec toi, je trouve ça hyper pertinent, surtout sur les sujets qu'on évoque là. C'est bien d'avoir de la place, comme tu dis, quand même, pour pouvoir un petit peu vraiment évoquer tout ce que tu veux. Maintenant, moi, j'avais un frein par rapport à la vidéo, c'était que c'est quand même, j'ai l'impression, plus complexe et long à faire. Du coup, je sais pas, si tu imagines quelque chose par rapport à ça derrière ou. Là-dessus, clairement, pour faire un podcast vidéo, si par exemple on prend le premier, histoire d'entrepreneur, histoire de trucs connus, ok, si au départ tu décides de le faire sous forme d'interview, le plus long ça peut être la vidéo, ça va être de gérer les invitations. Ouais. Oui, sur le podcast, c'était pas tant ça qui me. Tes histoires perso, ça, c'est surtout une histoire de montage, puisque tu pourrais très bien faire de la voix off uniquement et du b-roll. Ça marcherait très très bien. Donc c'est juste un enjeu de montage. Donc ça, oui, en effet, il faut trouver une ressource parce que ça va être quelque chose de qui va vite être galère. Il y a aussi des IA qui te permettent en fait d'avoir des b-rolls. Ce qui compte toi, c'est qu'il y ait ta voix. Donc après des b-rolls, si tu regardes ce que fait Money Radar, c'est une voix off.
c'est que du b-roll qui est plus ou moins aligné, je veux dire, en termes de contenu avec la séquence. Quand par exemple ça parle de l'Union européenne, ben oui, en effet, on voit un drapeau de l'Union européenne, mais ça, c'est pas très compliqué à faire. C'est-à-dire, c'est pas trop une galère. Ensuite, publier tes résultats. Bah, tu pourrais faire en effet une sorte d'auto-interview où tu expliques tes résultats avec des screenshots et des passages à l'écran en face cam. Donc ça, c'est pas très très compliqué. Les analyses de SaaS, ça peut se faire sous forme d'interview ou ça peut se faire comme maintenant avec un screen share. Tu vois, ça peut être fait comme ça. Building public, bon ben ça oui, c'est un auto podcast. Le témoignage, pour moi, c'est un truc que tu dois faire en interview. Et en fait, tu vois, ton podcast, au final, il aurait 3 formats. Un format avec des entrepreneurs qui parlent de leur succès, du building public que tu fais tout seul, et des témoignages des gens qui parlent de leur parcours. Et au final, c'est un seul format, mais qui nourrit 3 points de ta ligne édito. Et ensuite, après, un tuto pour faire de l'éveil sur les problèmes, ça là-dessus, ouais, c'est un petit peu plus complexe. Mais au final, moi, je vois pas une grosse complexité. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je tourne avec Riverside. Riverside, au moment où on va arrêter, je vais appuyer sur l'outil pour produire via de l'IA et ça va automatiquement me faire les cuts. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de friction. Aujourd'hui, moi, j'ai plus personne pour faire le montage de podcast et ça marche très bien. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'était le truc où je pense que j'imaginais des trucs trop compliqués, mais au final, c'est ce que tu dis, c'est des partages d'écran ou des b-rolls, c'est facile. En fait, tu as le bon réflexe parce que si c'est trop compliqué, il y avoir de la friction, on va pas le faire. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça reste du MVP. Toi, tu es un pro du MVP technique en tant que développeur, mais il y a du MVP au niveau de la création de contenu. C'est exactement la même chose. Ouais, tout à fait. Du coup, est-ce que au moment de ton atelier de co-construction, tu as trouvé des parrains ou des clients? Alors des clients, comme je disais, peut-être. J'ai un call la semaine prochaine et quelqu'un à recontacter en septembre, mais pour l'instant du coup non. Après, je sais pas si je peux appeler ça des parrains, mais j'essaye aussi de demander en même temps si ces gens-là ne connaissent pas des gens qui soit seraient créateurs de SaaS pour le podcast, soit potentiellement connaîtraient quelqu'un qui ont une idée mais qui ne le font pas. Donc j'ai eu quelques noms qui sont ressortis, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Ok. Un truc qui serait intéressant, c'est que tu aies un projet à documenter. Ouais. L'avantage de ça, c'est que ça te ferait une étude de cas pour évidemment ton contenu, mais également une étude de cas pour toute la partie commerciale. Ok. Et que à chaque fois, tu te reposes sur le fait que il y avait un risque de pas sortir le projet, il y avait un risque de dépasser le budget, il y avait un risque au niveau de l'équipe sur le jargon technique et un problème de recrutement. Ok. Il faut que derrière tu expliques que tu as rencontré des emmerdes techniques et que tu les as surmontées. Ça a pris 90 jours et que après il y a un go-to-market. Ouais, carrément, c'est clair. Et ouais, c'est clair. On m'avait déjà aussi soufflé cette idée. Et même pour aller plus loin, mais là-dessus, je sais pas ce que t'en penses, ce serait de faire un outil qui carrément pourrait être utilisé par ma cible, genre en mode pour que ça leur parle plus, tu vois, de voir que on peut résoudre une problématique aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah vas-y, explique-moi. Qu'ils soient eux directement, qu'ils aient le problème que résoudrait le SaaS que tu développerais. Voilà. Ok, tu penses à quoi par exemple? Bah je sais pas, mais par exemple, je me dis, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être, mais par exemple, t'as des entrepreneurs qui galèrent à trouver des nouvelles idées de contenu ou à recycler des contenus pour en faire autre chose, tu vois. Bah tu fais un SaaS en cette direction-là, tu vois. Et ce côté-là d'avoir un SaaS que ma cible pourrait être utilisé, qui répondrait vraiment à un besoin pour elle, peut-être que ça pourrait être aussi plus parlant, je sais pas. Ok, très clair. Bah oui, tu peux, bien évidemment. Un créateur que je te conseille de regarder, c'est Benjamin Bedon, Benjamin Code, en plus qui est bordelais, et qui a développé un SaaS pour sa propre utilisation et qui a documenté ça. En fait, il a fait un SaaS qui lui permettait d'A/B tester des miniatures YouTube. Lui, il est YouTuber, donc il a montré le truc et surtout, ça a permis en fait aux gens qui n'étaient pas du tout YouTubers de voir en fait comment il réfléchissait, comment il avait buildé une public le truc. Ce qui est intéressant de faire quand on est dans la phase dans laquelle t'es, c'est pas de réinventer la roue, c'est d'aller voir ce qui se fait auprès des leaders d'opinion de ton marché et de plagier les formats. Tu le vois en ce moment, ils font tous dès qu'il veut être mon associé, ils font tous ce genre de trucs là.
c'est profites-en en fait. C'est une tendance en fait de plagier des formats, fais-le. Tu t'en Mm. inspires, tu notes vraiment en fait le storyboard de sa vidéo et tu fais sensiblement la même chose. Ouais, très bonne idée. Et du coup, après maintenant, une fois que cette phase-là de création de contenu, comment derrière tu gérerais un petit peu plus tout cet aspect relationnel pour déjà un peu trouver des clients? Ouais. Alors déjà, cette partie création de contenu, moi, je la vois pas comme un levier d'acquisition, mais comme un levier d'activation. Pour moi, en fait, c'est de la e-réputation que tu es en train de faire. On va pas le voir comme quelque chose qui fait de l'acquisition. On n'en est pas encore là. Au départ, clairement, il va falloir que tu actives ton réseau. Les gens qui te connaissent, les gens avec qui tu as déjà travaillé. Soit pour, en effet, leur repitcher ton offre, soit pour aller leur demander d'être des prescripteurs. Pour ça, il va falloir que, évidemment, tu sortes du syndrome de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que tu es des précédents. Parce qu'il faut des témoignages pour avoir des clients, mais il faut des clients pour avoir des témoignages. Donc, du coup, la création de contenu, ça te permet de faker ça et de te créer une réputation et donc, du coup, de faire percevoir ton expertise de manière limpide sans qu'on ait forcément à te faire confiance. Non, on a juste à lire ton contenu et la confiance vient automatiquement. C'est comme ça, moi, que je vois la création de contenu quand on est dans la phase dans laquelle tu es. Okay, il faut démontrer, tout simplement. Une fois que ça, c'est en place, tu as un peu ton CV en ligne, hein, ton positionnement est clair, ta création de contenu, elle est faite, tu vas activer ton premier cercle. Okay, ton premier cercle va activer son premier cercle, ce qui fait que ça va être ton second cercle. Très bien. Rien que ça, logiquement, tu vas te retrouver avec 5-6 opportunités que tu vas pouvoir traiter. Sur ces 5 ou 6 opportunités, tu vas vendre 2 à 3 fois ta prestation. Commence déjà par faire ça, ce qu'on appelle la technique du pressage de citron. Vraiment, va presser tout ton citron et ça va te faire de nouveaux témoignages qui vont et surtout un nouveau cercle que tu vas pouvoir atteindre. Tu seras en troisième cercle, donc tu seras en troisième couronne et tu vas pouvoir continuer à faire ça. Vraiment, la prestation de service, il faut que tu le vois comme en fait un jeu de cooptation. C'est vraiment ça qui fait le succès d'une boîte de service. Et d'ailleurs, tu vas voir, il y a une accélération qui est juste dingue. Parce que si chaque contact t'amène 2 contacts, si chaque client t'amène 2 contacts, en fait, tu vois bien que en fait, c'est exponentiel l'histoire. Est-ce que tu as une méthode particulière pour faire ce type de demande ou... Alors, ce que tu peux faire, c'est éventuellement refaire un atelier de co-construction une fois que ta proposition de valeur, elle sera claire. Ce que je peux te faire, Ok. c'est de donner ma méthode, moi, pour avoir en gros du feedback, mais qui sert en fait qui sert ton business. C'est pas juste des gens qui vont te conseiller, c'est des gens qui vont parler de leurs problèmes plutôt que de ton projet et qui du coup vont du coup être ultra dans la cible et donc ultra pertinent. Alors là, je viens de te copier un élément que j'ai que je donne dans la formation de l'Ironstrat et du coup, c'est la trame complète de l'appel. Moi, je te recommande vraiment d'utiliser ce format-là parce qu'en fait, ça va rendre ton étude professionnelle. Et très souvent, quand on fait une étude avec des gens de notre premier cercle, on oublie en fait qu'on est en train de bosser et on le fait un petit peu à la bonne franquette et c'est pas la bonne solution. Le premier truc, c'est de cadrer l'appel, ok, et de parler directement du problème. Donc, identifie en amont les gens qui sont clairement dans la cible, qui ont un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Ça, tu connais. C'est ultra important de les qualifier en amont. Sinon, ça sert à rien. Ok. Si c'est des gens que tu veux interroger un peu comme mentor parce qu'ils ont lancé des business d'accompagnement, tu n'es pas dans de la co-construction. Tu es juste dans une recherche de conseils par des mentors. C'est complètement OK, mais ce n'est pas l'objet de l'exercice. Donc, du coup, je développe une activité sur Boom et tu parles du problème. Je ne cherche pas à vendre, mais j'ai besoin de ton avis. Ça va prendre 30 minutes et je te tiendrai au courant de l'avancée de mon projet. Là, ce que tu fais, c'est qu'en gros, tu cadres. Ok, tu gardes une posture haute, même si tu viens demander de l'aide. C'est ultra important de le voir comme ça. T'en es où de la résolution de X problème? Qu'est-ce que ça changerait si tu le résolvais? Qu'as-tu identifié? Comment as-tu identifié ce problème? Quel est ton blocage principal? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Voilà. Est-ce que tu as essayé de t'associer? Est-ce que tu as essayé d'internaliser un chef de projet? Est-ce que tu as essayé de gérer toi-même ton projet? Par exemple, tu peux avoir des questions à tiroir. Si tu avais une baguette magique, à quoi ça ressemblerait ta vie si tu résolvais ce problème-là? Ok, très bien. Ce que je veux proposer, c'est, et là tu fais directement ta proposition de valeur, celle qu'on a définie, l'équation de la valeur que l'on retrouve un petit peu plus haut ici. Okay. Du coup, tu poses la question, c'est est-ce que ça pourrait t'aider? Si la personne te dit oui, tu lui dis ok, moi ce que j'imaginais, c'est vendre mes services pour tel et tel truc de mon mécanisme à tel prix. Si la personne te dit c'est trop cher, en gros, tu vas questionner. Et ce que tu vas chercher, c'est à comprendre la peur qui est derrière. On est quasiment dans de la vente, donc ce que tu vas faire, c'est qu'une objection, c'est jamais réellement une objection, c'est souvent une peur. Donc du coup, tu vas essayer de la clarifier, de la dissiper. Ok?
Si la personne te dit ben ouais, c'est OK, bah clairement, dis-toi que là, le prix que tu lui as donné, c'est que c'est un prix qui est pas assez cher. Ouais. OK. Si la personne, elle te dit non, bah en fait, non, ton service, j'en ai pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est bah, de lui demander, OK, bah, ça serait quoi pour toi une alternative qui t'intéresserait? Non, j'ai pas besoin d'un CTO pour gérer mon projet. J'ai plus besoin, en effet, d'un associé, d'un truc, d'un machin. Et en fait, tu vois que indirectement, et c'est ce que l'on fait dans la co-construction, dans ce questionnaire-là, on va toujours poser indirectement deux fois la question. OK? Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'idée, après, c'est d'aller chercher de la prescription. OK. Est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage qui pourraient être concernées par ce problème-là? Oui, non. Bah, si oui, est-ce que tu peux mettre en relation? Et est-ce que tu souhaiterais être un petit peu le parrain de mon projet et suivre mon évolution? À ce moment-là, quand tu fais ça, On tout fait ça. tu viens de valider le fait que ça allait être des prescripteurs. Et que du coup, tu leur demandes d'être parrain, mais ils vont être apporteurs d'affaires, vraiment. Et ce que tu fais, c'est que tu leur crées du statut. Hmm. OK. À ce moment-là, si tu te sens OK de le faire, et moi je trouve que ça serait une bonne idée de le faire, tu leur proposes d'être bêta-testeur. C'est, bah, écoute, moi je peux bosser pour toi sur une partie de mon programme, pas sur tout. C'est pas gratuit, c'est en échange de témoignages et en échange du fait que je puisse documenter notre collaboration. OK? Il faut bien le matérialiser. Imagine que tu vas travailler gratuitement sans avoir, elle, à faire le témoignage vidéo, le feedback, etc. Bah, en fait, ça marche pas. C'est pas ce que l'on veut. Donc ça, tu peux le faire. Dans tous les cas, il te faut une étude de cas pour sortir de ce syndrome de l'œuf et de la poule. Tu vois l'idée? Et évidemment, à la fin, tu as les trucs classiques. Donc, tu remercies, tu te tiens au courant. Et vraiment, tu vas pas juste aller voir la personne quand tu as besoin d'elle. Tu vas vraiment la tenir au courant de toutes les évolutions de ton projet. Ok. Est-ce que c'est un petit peu de la manière dont tu avais fonctionné ou... Bah, je pense que sur la qualification, peut-être pas toutes les questions en ce sens-là, mais j'en ai fait une bonne partie. Le pitch, oui. Prescription, je l'ai fait, mais par contre pas du tout pour le côté parrain. C'est-à-dire que j'ai pas pensé à proposer ça à qui que ce soit. Et la proposition de bêta test, c'était un peu tôt, moi je pense, quand j'ai fait ma co-construction, puisque là on cherchait vraiment problématique. Donc moi peut-être 60% qui a été fait quoi dans ce que tu dis, mais C'est intéressant de voir que ce que tu as fait, en fait, c'est tout à fait normal. Tu as une première version, Hmm. tu récupères des informations, tu re-challenges tout ça, tu observes et tu itères. Et tu refais ta co-construction. C'est ce qu'on appelle du lean. Okay, tu as une première idée, tu la testes, tu l'observes, tu arbitres. Ouais. Moi, je voudrais te poser une question par rapport à ça et plus sur la gestion du réseau. C'est plus aussi partager quelque chose parce que je pense que ça pourrait être utile. Moi, je sais que j'avais une grosse peur à aller contacter le réseau, que ce soit par peur de déranger, peut-être une certaine peur du rejet, etc., tu vois. Et au final, bah, j'ai fini par passer le cap et il se trouve que bah, j'ai été très surpris puisque ça a été très positif pour moi. Il y a eu plein de retours hyper cool, même de toi qui m'a proposé à faire ça, etc. Donc déjà, je pense que ce serait le premier point de dire que bah, des fois on se monte un peu la tête, mais pour le coup là, c'était bien de passer le cap parce que c'était vraiment une de superbes opportunités. Maintenant là, je peux pas m'empêcher de me dire, mais si j'y retourne, tu vois, et que je retourne encore demander des trucs d'une autre manière, etc., est-ce que ça va pas être un peu, tu vois? Ok. Change de posture. Tu vas pas pour demander des choses. Tu vas pour leur apporter des choses. Tu vas pour leur demander d'être parrain, donc d'avoir du statut. Tu vas pour leur demander des conseils, donc avoir du statut. Tu vas pour bosser quasiment gratuitement pour eux. Ou alors tu vas pour les inviter sur un podcast pour qu'ils racontent leur vie. Ouais. Ok? Évidemment, dans la vie, tout est transactionnel. Ok? Tu as des enfants en bas âge, tu vois bien que c'est transactionnel. Tu es l'esclave de tes enfants. On est d'accord? On en parlait juste en amont. Donc, même avec les gens qu'on aime le plus sur Terre, tout est transactionnel. Donc, tu n'y vas pas pour leur demander quelque chose, tu vas pour leur offrir. Ouais. Offrir dans le sens leur proposer quelque chose. Mm. Donc, si tu changes de mindset, tu n'auras plus aucun problème pour aller contacter n'importe qui dans la rue. Donc, en gros, si je résume l'ensemble, je refinalise ma promesse et l'offre. Exactement. Je mets en place la strate de création de contenu qu'on a évoqué. Exactement. Et potentiellement, je recontacte tout mon réseau pour faire la trame que tu m'as dite, quoi. Et surtout, la cible que tu vas contacter pour refaire ta co-construction, il faut qu'elle fit en fait avec les éléments qu'on a listés dans l'équation de la valeur. Il faut que ce soit des entrepreneurs qui veulent construire l'après de leur entreprise, qui sont conscientes que développer un SaaS, c'est des emmerdes techniques, qu'il y a un risque de non-sortie du projet. C'est encore mieux si elles ont
déjà vécues, hein, si elles sont déjà refroidies par le truc, qui sont aware que il peut y avoir un dépassement de budget et que recruter une équipe technique, c'est quelque chose de pas forcément évident. Une fois que tu as ça, oui, tu vas refaire ton atelier de co-construction et tu gardes le même discours sur 3, 4, tu gardes la même proposition de valeur, tu gardes les mêmes éléments, la même solution, le même problème que tu adresses, etc. Tu le fais sur 3, 4 entrepreneurs pour essayer d'avoir à peu près une vérité moyenne. Et après, ensuite, tu te mets au boulot, il te faut un précédent, c'est-à-dire il te faut un projet A qui va te servir en fait d'exemple pour ta création de contenu, qui va te servir également de preuve pour ta vente. Au final, il faut que je passe par là un petit peu du projet bêta test que j'offrirai en échange de la documentation Exactement. pour après arriver à... Et en fait, ce que tu vas devoir faire, parce que tout ça, c'est quoi? C'est aller clarifier la proposition de valeur, aller mettre du contenu en ligne, aller contacter des gens et aller bosser. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les choses dans la matière. C'est-à-dire que ça y est, c'est plus une idée, c'est une entreprise. Très bien. Et automatiquement, ça va générer des opportunités. Parce que tout ce que tu as fait, c'est que des choses avec du bon sens une fois que tu as mis ça en place. C'est un positionnement qui est clair, on comprend ce que tu fais, pour qui tu le fais et à quoi ça sert. Ok. On comprend ce que tu évites pour la cible, les emmerdes que tu évites de vivre. C'est complètement fit avec le besoin puisque tu as co-construit avec ta cible. Et en plus de ça, il y a une preuve du résultat final. Et tout ça, on peut le comprendre dans ton contenu. Si ça crée pas des opportunités, je sais pas ce qu'il faut. Il faut une baguette magique. Mais là, on a un go-to-market qui est ultra propre. Ouais, c'est sûr. Très clair. Trop bien. Tu me tiens au courant? Bah ouais, carrément, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir et bonne fortune du coup dans ce projet. Si vous avez aimé l'énergie que je déploie dans ces coachings et si vous voulez utiliser la puissance de l'intelligence collective, alors écoutez bien. Si vous êtes formateur, si vous êtes coach, si vous êtes prestataire de services et que vous avez une offre qui fonctionne déjà sur votre marché, vous voulez exploser vos croyances limitantes, vous voulez mettre en place des stratégies qui fonctionnent, vous voulez rejoindre le groupe le plus avancé des entrepreneurs du digital francophone, alors cliquez dans le lien juste en dessous de cette vidéo, remplissez le formulaire de candidature. Vous aurez un appel directement avec moi. Ça sera un plaisir de découvrir votre business et de éventuellement pouvoir vous aider. Cet appel est complètement gratuit et c'est le premier pas vers l'admission dans le Mastermind Entreprendre. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.